Bonjour à tous, bonjour Xavier. Cette rentrée est toujours dominée par la question de l'inflation et du pouvoir d'achat. Est-ce que la gauche peut se faire entendre sur ce sujet-là? Est-ce qu'elle a des propositions à formuler? On en parle, Xavier, avec notre invité aujourd'hui. Beaucoup de sujets abordés avec vous. Loïc Prudhomme, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la 3e circonscription de Gironde. La France Insoumise, évidemment NUPES. On verra si le pronostic vital de la NUPES est engagé. En tout cas, vous êtes un de ces ardents partisans. On va l'évoquer. Mais avant ça, parlons de l'actualité. La France accueille cette Coupe du Monde de rugby. On a vu cette ouverture flamboyante du 15 de France. Là, on parle de sport. Mais en termes politiques, il y a eu un petit événement qui a été ardemment relayé par la presse internationale. Les sifflets contre Emmanuel Macron lorsqu'il a pris la parole. Alors, un de vos collègues de la France Insoumise s'est réjoui, a dit que c'était une séquence plutôt réjouissante, qui était plutôt belle, selon lui. Qu'avez-vous pensé des sifflets contre le président de la République, Loïc Prudhomme? Alors moi, je ne m'en réjouis pas, parce que comme vous le relevez, la presse internationale s'en est fait l'écho, et ça révèle effectivement la situation notamment démocratique de notre pays, et finalement, le président récolte ce qu'il a semé au printemps avec cette réforme des retraites, mais je trouve que c'est assez dommageable pour l'image de notre pays à l'international. Et finalement, la solution aurait été peut-être qu'en amont, pour éviter ce type de situation, le président entende effectivement le peuple français et organise les discussions autour de la réforme des retraites de manière un petit peu plus démocratique. Voilà, moi, quelque chose de la tension dans le pays, oui, Loïc Prudhomme? Oui, tout à fait. Ce que je dis, c'est que la façon autoritaire dont tout ça a été imposé par 49.3 fait qu'on a un pays dans un état de tension qui n'est pas retombé et qui s'est exprimé là d'une manière assez incroyable et inattendue. Et voilà, moi, je le constate sans m'en réjouir, mais je pense qu'effectivement, et on va en reparler sans doute au sujet de la rentrée, de l'inflation, les problèmes ne sont pas réglés et les Français sont toujours en attente de vrais signaux qui permettent d'améliorer leur quotidien dans des jours difficiles qu'ils traversent. Alors justement, on va parler de l'inflation, Xavier, et avec vous, Loïc Prudhomme. On attendait que l'inflation commence à refluer à l'automne. C'était les prévisions du ministère de l'économie. Ça, c'était à l'été, avant de rentrer dans les grandes vacances. On est toujours dans cette séquence-là de l'inflation. Est-ce qu'il faut être inquiet? Est-ce que vous voyez une amélioration, sachant que c'est très difficile à anticiper, et en tout cas à prévoir? Je suis inquiet parce que ça fait 1 an et demi que tous les trimestres, le ministre de l'économie Bruno Le Maire nous dit « nous sommes au pic de l'inflation, ça va aller mieux demain » et que depuis 1 an et demi, finalement, on va de pic en pic et que l'inflation ralentit un peu mais ne cesse pas. Et donc oui, il faudrait maintenant prendre des mesures assez fermes et c'est ce que nous prenons à la France Insoumise et à la NUPES d'une manière plus générale, notamment la question du blocage des prix des produits les plus essentiels. C'est lancé, vous l'avez vu, là, 5000 produits devront avoir les prix gelés ou voir leur prix baisser. Ça, c'est l'annonce de Bruno Le Maire en cette rentrée. Oui, c'est l'annonce surtout de ces soi-disant discussions où il demande un engagement volontaire de l'agroalimentaire, que ce soit les industriels ou les distributeurs. On voit, vous parlez de prix gelés, c'est intéressant parce qu'en fait, ils ont pris 20% en 2 ans, on va les geler à plus 20% et ça ne va pas régler la question des Français qui n'ont pas leur salaire qui a pris 20% en 2 ans. Donc la question, elle est maintenant de contraindre ces industriels dont les marges ont explosé dans la période à dire maintenant on plafonne, on revient pour les produits de première nécessité à des prix qui étaient antérieurs à ces plus 20%. Et il y a une question prégnante sur cette question de l'inflation, ça pèse très lourd dans les statistiques et dans le budget des ménages, c'est la question de l'énergie et de l'électricité qui a encore pris 10% au mois d'août. Et là, les gens vont le voir sur les factures. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut maintenant revenir aux tarifs réglementés de vente de l'électricité parce que en 2 ans, les prix de production dans notre pays n'ont pas augmenté. C'est juste des mécanismes de marché, de spéculation qui font que c'est tout un chacun qui paye la facture des dividendes qui sont versés Loïc Prudhomme, sur les prix de l'alimentaire, par exemple, est-ce que l'État peut fixer des prix, peut imposer des prix? On est dans une économie de marché, l'État ne peut pas imposer des prix à des entreprises privées. Si. Est-ce que vous dites qu'il faut aller sur ce terrain-là? Bien sûr qu'on peut imposer des prix, c'est le cas notamment dans les Outre-mer où il y a ces paniers qui ont été et ces listes de produits bloqués, à prix bloqué, qui ont été décidés en concertation avec les industriels et les représentants des consommateurs pour dire à un moment, sinon on n'arrive plus à remplir le frigo. Donc soit on dit c'est l'économie de marché, tout le monde fait ce qu'il veut, engrange des dividendes et on voit qu'aujourd'hui on a 9 millions de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté, qui ont du mal à se nourrir, à remplir le frigo. Et alors ce que tout le monde appelle, je le relève quand même, déconsommation historique d'après les spécialistes, qui en fait est une plongée dans la pauvreté de la 7e économie mondiale. Mais on se prive tout simplement, et on ne se prive pas de superflu. Aujourd'hui, les gens que je croise se privent de l'essentiel.
Alors justement, sur cette question sociale, le président de la République, suite aux échanges de Saint-Denis, souvenez-vous, pendant 15 heures, Emmanuel Macron a reçu les différents patrons de l'opposition, une séance marathon. Il veut remettre le couvert, si je peux m'exprimer en ces termes. Il a fait partir une lettre qui résume le contenu de ces échanges et appelle à une conférence sociale. Aujourd'hui, cette sollicitation du président de la République est restée lettre morte. Aucun des partis d'opposition n'a répondu. C'est pas intéressant d'avoir une conférence sociale à la rentrée, Loïc Prudhomme ? Encore une fois, on est sur des effets d'annonce. De ce marathon de 12 heures est sorti deux propositions du président Macron. Un, c'était vachement dommage qu'il ne puisse pas se présenter une troisième fois. Et la deuxième, c'était une grande conférence sociale que vous mentionnez. Sauf que la grande conférence sociale, il l'avait déjà annoncée au mois de mars 2023 et qu'elle n'a pas eu lieu. Donc bien sûr qu'il faut une conférence. C'est sur les bas salaires, les carrières et les plus bas salaires en dessous du SMIC. Alors c'est un peu technique, mais en tout cas, voilà. C'était exactement la même annonce qu'au mois de mars. Donc à un moment, soit c'est de la communication présidentielle, et c'est ce que l'on dénonce, c'est qu'à chaque fois, on nous fait des belles annonces, et derrière, il ne se passe rien. Donc nous, ça fait des mois, je veux dire même des années maintenant, que l'on dit que la question du SMIC doit être revue et fortement à la hausse, et qu'on nous balance des conférences, des comités Théodule pour ne pas en reparler. Alors il y a eu des augmentations du SMIC ces derniers mois, Loïc Prudhomme. Très peu mécanique, indexé à l'inflation avec les formules habituelles. Mais aujourd'hui, quand je vous dis que c'est plus 20% sur l'alimentation, je ne crois pas que le SMIC ait augmenté ne serait-ce que de 10% pour en combler seulement la moitié de cet écart. Donc la conférence sociale, dont acte, mais voilà, maintenant c'est au-delà des annonces, il faut du concret, et du concret rapide. Qui sont les profiteurs, Loïc Prudhomme, dans cette crise de l'inflation ? Vous parliez des prix qui ont fait plus 20%. Aujourd'hui, vous dites voilà, qui s'enrichit sur le dos des consommateurs ? Alors on regarde les marges que dégagent notamment les grands industriels de l'agroalimentaire, les multinationales, mais aussi la distribution, quoique ils renvoient souvent la balle dans le camp des industriels, ne sont pas dépourvus aussi de faire des marges confortables. Voilà, on voit que ces gens-là profitent beaucoup de l'inflation. C'est la question aussi, et ça a été une grande discussion suite à la charité annoncée par Bernard Arnault au Restaurant du Cœur. Et là, on est en plein dans la question. 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. Alors que ce monsieur a usé d'un évitement d'impôt à hauteur de 518 millions d'euros. Donc voilà qui sont les gens qui profitent. Et ce monsieur, en 5 ans, donc depuis 2017, en 6 ans maintenant, a vu sa fortune passer de 50 milliards d'euros, je le fais à grands traits, à 200 milliards, donc multiplié par 4. Voilà qui sont les gens qui profitent en fait de ce creusement des inégalités. Le grand nombre se sert là. 10 millions d'euros, vous dites non, vous dites oui, vous dites on prend pas. Dans Sud-Ouest dimanche, Boris Vallaud dit on prend le pourboire, on aimerait que le prix du café soit juste. Moi je dis je prends la compte, mais je voudrais qu'il règle les 508 millions d'euros qui manquent. On est autour de ça. Alors justement, je reviens à cette question de conférence sociale. Est-ce qu'au fond, on n'est pas en train d'inaugurer en cette rentrée une nouvelle pratique politique ? Et si on résume à gros traits, est-ce que vous n'êtes pas en train de payer le prix de la bordélisation du débat au Parlement ? Bilan des opérations, le président de la République contourne le Parlement en saisissant directement les patrons des groupes politiques. Non, je ne pense pas. Je pense que surtout, c'est la majorité qui est, j'allais dire, dans une impasse politique, puisqu'elle n'a pas de majorité absolue au Parlement, et que de fait, elle est obligée d'essayer de trouver des moyens de contourner le Parlement en essayant d'habiller ça de différentes manières, avec une communication habile, mais que nécessairement, de toute façon, le budget, c'est nous qui devrons le voter, et que je vois mal comment il pourrait passer sans à nouveau le recours à un 49.3. Et c'est ça qui est dramatique aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas avoir de vraies discussions. C'est la Constitution, Loïc Prudhomme. Oui, mais aussi reprocher tout. C'est dans la Constitution, donc vous l'utilisez pas, mais en tout cas, c'est prévu dans les textes. Est-ce que c'est parce que c'est dans la Constitution que c'est légitime, et que, en fait, quand vous passez votre temps à faire des contre-propositions, à amender, que rien n'est retenu, que finalement le Parlement sert juste de paillasson, est-ce que la seule issue c'est le 49.3 ? Moi je pense que c'est un petit peu problématique, mais la Constitution de la Ve République, on sait, a ces outils, je veux dire, d'hyper-présidentialisation, pardon, et qui permet ce genre de passage en force. Mais on le voit, et je reviens juste sur les sifflets du Stade de France, le passage en force, à un moment, il y a un effet boomerang, et qui ne manque pas d'arriver. Alors justement, sur la stratégie du groupe, notamment la France Insoumise au Parlement, est-ce qu'aujourd'hui, allez, avec un peu d'expérience, il y a un droit de regard dessus, un droit d'inventaire ? Est-ce que vous souscrivez à 100% sur la stratégie qui a été adoptée, ou vous pensez qu'il y a quand même des pistes d'amendement pour rendre les débats parlementaires intelligibles ? Le débat parlementaire a toujours été cet endroit où la conflictualité
passer par justement la parole. C'est le rôle du Parlement. Et donc, moi, je pense qu'on a joué pleinement notre rôle. Parce qu'on l'a fait aussi, je vais dire sérieusement, pas seulement sur la forme que souvent on nous reproche d'être un petit peu bruyant, mais on le fait sur le fond en déposant des amendements. De l'obstruction parlementaire, des milliers d'amendements sur la réforme des retraites notamment. Mais oui, parce que forcément, quand on a le mandat de se battre contre cette réforme et qu'on pose des amendements, mais pas seulement pour de l'obstruction, qui chacun d'entre eux proposer des pistes alternatives à cette réforme des retraites, bien sûr qu'on est dans notre rôle de parlementaire, d'empêcher le gouvernement de faire des mesures qui sont impopulaires et qui sont contre 80% de la population. On ne peut pas nous reprocher de faire notre travail. Maintenant, je veux dire, charge au gouvernement, quand il a une forte opposition parlementaire, une obstruction, si vous voulez l'appeler comme ça, de trouver des voies de consensus et donc à un moment de discussion et de prise en compte des amendements de l'opposition ou des oppositions, puisqu'aujourd'hui on voit que l'hémicycle est divisé en trois, avec deux oppositions diamétralement opposées. Alors justement, oui, Xavier. Oui. On parlait budget, on va parler parce qu'on a un Bordelais qui est à Bercy. Double question, justement sur la méthode. On a vu d'abord votre ex-collègue Cazenave, qui était député de Bordeaux, a été nommé ministre délégué au budget. Deux questions en une. Comment vous jugez ses premiers pas ? Deuxième question, c'est il y a eu ce qu'on appelle ces entretiens de Bercy qui servaient à cadrer justement, c'est la mise en place d'une méthode pour concerter avant de présenter le budget. Voilà, le paquet cadeau, Loïc Prudhomme, vous en pensez quoi de cette entrée en matière du Bordelais Cazenave ? Alors je vais démarrer par peut-être le concret, les dialogues de Bercy qu'il a menés, qui aboutissent finalement à une annonce de 10 milliards d'euros de coupes d'économies dans les dépenses. Moi j'appelle ça des coupes, qui me font penser que finalement Thomas Cazenave est le fils caché de Bruno Le Maire et de Margaret Thatcher, parce que c'est toujours les mêmes méthodes, c'est-à-dire qu'on assèche... Vous ne pouvez pas imaginer qu'il ne soit pas sur la ligne de Bruno Le Maire et d'Emmanuel Macron. Mais de Margaret Thatcher, c'est peut-être plus intéressant comme analyse. Allez-y, donc, on vous écoute. Donc c'est l'austérité pour le grand nombre, et on en a déjà parlé, et finalement des dividendes pour quelques-uns. Donc sur la méthode, on est toujours sur la même chose, c'est l'épouvantail de la dette qui serait insoutenable, alors que l'on voit finalement que la charge de la dette, qui est souvent occultée, ne représente pas plus de 2% du PIB. Et on parle toujours de dépenses, et moi j'ai un regard différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une dette qui sert aussi, qui ne part pas dans le vent, qui construit des écoles, des voies de chemin de fer, des gares, des autoroutes, c'est l'investissement. Et donc regardons du côté des recettes. On en a parlé juste avant avec les questions de recettes fiscales et la question autour du don de Bernard Arnault. Donc voilà un petit peu la question qui se pose aujourd'hui. Je dis, moi, cette dette-là, elle n'est pas insoutenable, mais surtout, on veut à chaque fois nous l'agiter comme un épouvantail. Elle représente aujourd'hui, la dette publique, 112% de notre 3 000 milliards de notre PIB, 112% de notre PIB, mais ce que l'on ne dit pas, c'est que la dette privée, elle représente 142% du PIB, et que souvent on l'a vu dans les crises financières majeures, cette dette privée a un rôle aussi explosif, parfois supérieur à la dette publique, qui elle, finalement, l'État ne pouvant pas faire faillite, est assez lissée dans le temps. Donc, ce que vous dites, c'est que ces 10 milliards d'euros d'économie, c'est non. C'est pas nécessaire. Vous dites qu'à la hauteur de l'endettement de la France, on peut faire. Aujourd'hui, moi, ma source, c'est pas Thomas Cazenave, c'est notamment la Banque de France. J'ai regardé les chiffres encore hier pour préparer notre discussion d'aujourd'hui, et que la Banque de France dit que finalement, il n'y a rien d'insoutenable. Je vous disais 2% du PIB, mais que pour autant, j'ai pas dit qu'il fallait pas s'en occuper. Je dis qu'il faut regarder comment on a des recettes fiscales aujourd'hui pour assurer ce service de la dette, sans avoir à couper dans des budgets d'administration, l'éducation nationale, l'hôpital qui est exsangue, etc., etc. Vous dites qu'il faut augmenter les impôts ? Donc, notamment, il faut augmenter. On est quand même le pays le plus fiscalisé. Mais non, c'est faux cette question-là. Mais il faut ramener ça effectivement on est à plus de 45% de prélèvements obligatoires. Oui, mais avec quel service en face ? Avec quel service ? Avec une sécurité sociale qui permet à chacun d'être soigné correctement. C'est toujours la question de pourquoi vous payez, mais pourquoi faire. Donc qui doit payer ? C'est bien une discussion qu'il faut avoir. Aujourd'hui, comment on fait un impôt progressif ? Est-ce que les sociétés dont le taux d'imposition a été drastiquement réduit doivent remonter ? Lesquelles ? Est-ce que les PME, les TPE doivent contribuer autant que les multinationales ? Nous, on a dit que non, qu'il fallait effectivement que les TPE, les PME soient plutôt préservés, et que les grandes multinationales qui aujourd'hui pratiquent l'évitement fiscal, voire même l'évasion pour les plus dégoûtantes d'entre elles, soient aujourd'hui taxées à la hauteur
de ce qu'elle devrait être, pour faire en sorte que l'impôt, qui est un des fondements de la République, consentement à l'impôt, respect de la loi, c'est les deux piliers, enfin, on ait des impôts qui servent à l'intérêt général et pas à des intérêts particuliers. Ce président Emmanuel Macron est toujours le président des riches, 6 ans après sa première élection ? Plus que jamais. Quand je vous disais que sous ce précédent quinquennat, la fortune de Bernard Arnault a été multipliée par 4 et ça se compte en dizaines de milliards d'euros, je pense que l'exemple est assez probant et assez parlant. Bien sûr, les inégalités se creusent, les gens ont de plus en plus de mal avec cette déconsommation dont on nous parle, qui s'appelle la pauvreté, à remplir leur frigo, à assurer les dépenses du quotidien, à payer leurs factures d'énergie et parfois arbitre entre payer le loyer, remplir le frigo, payer les factures de chauffage. Oui, je pense qu'il y a toujours un président des riches. Alors, on va glisser sur un autre sujet. Vous présentez comme une alternative au président Macron qui ne se représentera pas. Et voilà que les problèmes s'amoncellent. Oui, effectivement, vous l'avez mentionné. Selon les indiscrétions de Jean-Luc Mélenchon. Non, selon le... Une funeste connerie, a-t-il dit sur Twitter, voilà. En reprenant les mots du président qui ne peut pas se représenter. Les mots du président Macron. Revenons à votre camp. Aujourd'hui, la NUPES, on l'a vu, a fait une entrée remarquable aux dernières élections législatives. Or, voilà que 2 écueils se présentent à vous. D'abord, les élections sénatoriales et ensuite les élections européennes. Bilan des opérations. Allez, 1 an et demi après la mise en place de la NUPES, on a l'impression d'être face à une gauche façon puzzle. On va faire une précision, c'est que la gauche, vos partenaires de la NUPES ne vous ont pas ouvert de place au sénatorial. On parlera des européennes, après. Donc vous ne devriez pas avoir d'élus au sénatorial du 24 septembre, donc vous devriez rester à la porte du Sénat. Tout à fait. Alors la gauche façon puzzle, j'allais dire que sur le terrain, je ne partage pas cette réalité, mais pour se parler franchement, et je pense que vous avez raison, au niveau des états-majors en tout cas, on est dans une gauche qui s'éparpille pour des raisons d'épicerie, pour être très franc dans mon langage, pour quelques places. Et aujourd'hui, à la base, les élus locaux que je côtoie ici ont plutôt envie de faire NUPES encore longtemps, parce que notre objectif, quand on est dans cette grande famille de la gauche, c'est pas les places. C'est pas les places, c'est ça que je voudrais faire entendre aux états-majors qui discutent comme des épiciers. C'est changer concrètement la vie des gens, leur quotidien, leur facilité aujourd'hui à avoir accès à l'éducation, à la culture, aux soins, à l'hôpital, par exemple. Et donc, oui, il y a un souci. J'espère juste que, du coup, le terrain, la mobilisation massive, en tout cas les messages massifs d'aujourd'hui des électeurs de la NUPES qui disent à 80% « on veut que vous partiez ensemble », ramèneront à la raison quelques... Partir ensemble, c'est aux européennes. Oui, aux européennes, mais j'allais dire sur toute la séquence, jusqu'à ce qu'on ait remporté jusqu'à la présidentielle. Je l'ai encore dit à une élue ce week-end, elle partageait mon point de vue. Je dis, gagnons déjà 2027, et après on aura le temps pour se pouiller, pour se chercher effectivement quelques différences, et faire de l'épicerie si ça vous chante. Mais aujourd'hui, on a une urgence sociale et climatique qui nous impose, qui nous oblige, au regard de nos électeurs aussi, à partir ensemble jusqu'en 2027 et à remporter 2027. Mais Loïc Prudhomme, vous parlez de la grande famille de la gauche, mais aux européennes, les écologistes ont déjà leur liste, leur tête de liste, les communistes, même chose, les socialistes ont acté une liste autonome également, donc vous allez partir tout seul, chacun va partir de son côté, ça c'est le scénario qui est écrit, il n'y a plus rien à espérer, Loïc Prudhomme. Non, mais en politique, il y a même toujours... si c'est en 2024, rappelons que c'est en 2024. En politique, il y a toujours de l'espoir, je le disais, j'espère que la masse des électeurs sauront faire entendre raison à ceux qui veulent faire cette épicerie mortifère en juin 2024, et que peut-être que les sondages aussi vont à un moment amener les uns et les autres à réfléchir. Est-ce que c'est intéressant d'aller s'afficher avec des scores minables aux européennes plutôt que de partir ensemble et de finir devant le Rassemblement national, devant Renaissance, pour offrir une alternative, et j'allais dire un boulevard quasiment, ou en tout cas une trajectoire qui donne envie, qui donne à espérer pour 2027. On vous entend, Loïc Prudhomme, on a quand même la sensation que c'est la répétition de 2027, ces européennes. C'est qu'il faut que chacun se compte pour pouvoir prétendre être le candidat unique de la gauche. C'est ça, en fond, ce qui se joue. C'est que chacun veut sortir devant l'autre pour dire, maintenant, 2027, vous faites l'union avec moi. Vous avez raison, c'est le pire de ce que j'appelle la politique politicienne pour gratter quelques places, pour faire de l'épicerie. J'ai déjà répété ce mot et je pense qu'il est assez juste, avec tout le respect que je dois aux épiciers, malgré tout. Mais chacun comprendra effectivement quelle cette logique politicienne, et je pense qu'on n'est plus à cette ère-là. Ça, c'était peut-être valable. Vous ne payez pas la communication aussi de Jean-Luc Mélenchon, qui a passé quand même l'été à étriller ses camarades socialistes. Il n'a eu que des mots, on va pas dire des mots, il les a quand même pas ratés, pour le dire très simplement. Il a été extrêmement dur avec l'état-major du PS, incorrigible, sectaire, chacun dans son coin.
Bref, donc entre lui et Olivier Faure, ça va pas du tout. Donc évidemment, pour faire une union sur ces bases-là, c'est compliqué. C'est pas simple. Mais le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est sa sincérité. C'est qu'il dit les choses telles qu'elles se présentent. C'est vrai que parfois, on aurait intérêt à être un petit peu moins sincère et peut-être à arrondir les angles pour essayer d'avoir des discussions peut-être qui se braquent pas. Mais sur le fond, il avait assez raison. Après, voilà, est-ce que sur la méthode, cette question-là cette rancœur va perdurer encore quelques semaines ou quelques mois? J'espère pas. C'est aussi le jeu de la politique et les gens à qui il s'adresse sont des politiciens aguerris qui, sans doute, ne sont pas susceptibles. Vous parlez de politiciens aguerris. Est-ce que vous soutenez Jean-Luc Mélenchon quand il supporte l'initiative de Ségolène Royal, qui s'est proposé d'être l'ancienne candidate socialiste à la présidentielle, qui s'est proposé pour rassembler, justement, faire une liste d'union à gauche. Tout à fait. Vous achetez Ségolène Royal, Loïc Prudhomme? Non, mais qui peut aujourd'hui prétendre maîtriser l'ego de Ségo, comme je le dis avec un peu de malice? Voilà, Ségolène Royal a un ego, elle a essayé de faire valoir. Nous, ce que l'on a appris... Vous avez essayé de la pousser quand même. Non, personne ne l'a poussée. Je vais reprendre le mot de Xavier quand il parlait de bordélisation à l'Assemblée. La stratégie Ségolène Royal, c'était de bien bordéliser tout ce qui est autour du PS, et le PS en premier. Oui, mais on ne peut pas croire aujourd'hui que Ségolène Royal soit une insoumise. Personne ne le croit. Donc elle a fait effectivement son jeu, parce que peut-être elle a des objectifs qu'elle ne veut pas avouer tout de suite, mais qui se sont peut-être un peu révélés, c'est-à-dire obtenir une place pour ces européennes. Nous, ce que l'on a salué, c'est effectivement son appel à l'unité, à l'union, qui apportait de l'eau à notre moulin, de dire, bon, maintenant, il est temps de faire ensemble. Donc quand vous avez des gens aussi divers... Vous voyez sourire quand même, c'est quand même difficile. Non. Cuisine, Loïc Prudhomme, aller chercher Ségolène Royal. Non, personne n'est allé la chercher. Elle est venue toute seule. Enfin, personne ne l'a interdit. Parce que Jean-Luc Mélenchon a quand même soutenu. Non, mais pardon, mais elle était à nos amphis d'été, notre université d'été. On y a aussi reçu Rachida Dati il y a quelques années en arrière. Ça n'a fait. Vous avez des membres de Renaissance l'année dernière. Qui sont venus, des anciens ministres, comme M. Djebari qui était venu. Donc on ouvre à des personnalités extérieures pour sortir un peu de notre zone de confort. Madame Royal a jugé le moment opportun, et elle a dit dans la presse que ça lui semblait le moment opportun pour faire cette sortie. Bon, on n'a pu que le constater. Et je vous dis, saluer l'initiative d'appel à l'union, à l'unité qui servait notre propos. Le fond, pas la forme, quoi. En gros, oui sur le fond et pas Ségolène Royal. Mais bien sûr, mais personne... Donc du coup, vous n'allez pas lui offrir une liste sur la liste LFI pour les européennes? Je crois que ça va pas se faire. Ça va pas se faire. Non, ah oui. Mais c'est une précision. Au fond, est-ce que la NUPES n'est pas un tigre de papier? Moi, je ne pense pas. Quand les sondages annoncent la NUPES réunie à 25% aux européennes, le papier il commence à être un petit peu Bristol, quoi. Je veux dire, ça commence à tenir la route, à être un peu costaud et à offrir une alternative, une espérance aux gens qui aujourd'hui en ont besoin. Je vous disais à quel point le quotidien de nos concitoyens et concitoyennes était compliqué et difficile, et de plus en plus difficile. Donc non, ce n'est pas un tigre de papier, c'est une vraie proposition politique au sens noble du terme politique. C'est comment on organise demain la vie ensemble, comment on organise aujourd'hui la réponse aux défis climatiques, aux défis sociaux. Et la NUPES est, à mon sens, une réponse à la hauteur de ces enjeux. Et est-ce que... Alors, c'est pour filer la métaphore, justement, c'était l'ancien maire de Bègles, Noël Mamère, qui était convaincu d'une théorie qui était que la population et les citoyens ont un temps d'avance sur leur classe politique. C'est ça que vous nous dites, au fond, aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, dans les états-majors de la gauche, personne ne veut de cette alliance, et plutôt sur le terrain, les ballons de sonde que vous avez vous remontent comme favorables à l'union. C'est ça? C'est-à-dire qu'il y a un vrai divorce, là aussi, entre, on va dire, les militants et leur direction? Force est de donner raison à Noël Mamère sur cette analyse. Et effectivement, aujourd'hui, il y a une volonté de la base, y compris des élus locaux, je l'ai expliqué tout à l'heure, qui est en décalage assez net avec les états-majors, mais pas tous les états-majors. Enfin, les états-majors, en tout cas les dirigeants des formations politiques aujourd'hui de gauche, parce que je ne sais pas si vous l'avez noté ou si vos téléspectateurs l'ont noté, mais les organisations de jeunesse de nos partis, les jeunes insoumis, les jeunes écolos, les jeunes socialistes, ont émis leur souhait d'une liste commune pour les européennes et ont même travaillé sur un programme qui nous réunirait tous. Donc je pense qu'on a aujourd'hui quelques personnes un petit peu isolées à la tête de ces états-majors qui veulent faire leur petit compte là, étriqué contre la base. Sur les européennes, vous avez quand même des différences majeures sur l'interprétation des traités, sur le suivi, sur votre positionnement européen entre les insoumis, le PS, les écologistes. Là, il y a quand même un exercice de synthèse qui n'est pas simple.
Parce que là, ça impliquera des renoncements. Certes, il n'est pas simple, mais on l'a déjà réalisé, vous l'avez noté au moment des législatives, puisque dans notre programme de 650 mesures partagées, il y avait un chapitre sur l'Europe, et où on a effectivement trouvé une façon de faire consensus. Mais ce que je veux dire, si aujourd'hui, bien sûr qu'il existe quelques divergences d'approche stratégique par rapport à l'Union européenne, mais elles ne sont pas si grandes que l'on croit. Si on prétend qu'aujourd'hui, on ne peut pas les régler au moment des élections européennes, mais qu'on va les régler au moment de 2027, alors que, comme l'a dit ma collègue députée européenne Manon Aubry, le pouvoir du président de la République sur les instances européennes est bien plus grand que celui des députés du Parlement européen. On ne va pas nous faire croire qu'aujourd'hui, ça va être compliqué et insurmontable, et que demain, en 2027, où les enjeux et le pouvoir du président sont encore plus grands, ça sera surmontable et qu'un consensus est possible. Donc il n'y a pas de cohérence, en fait, à défendre cette position en disant non, c'est irréconciliable, on ne peut pas faire ensemble. C'est faux, d'abord parce que, je vous l'ai dit, on a déjà un chapitre sur des mesures qui nous rejoignent, que les jeunes de nos mouvements politiques ont réussi à le faire, et que je ne doute pas que quand on a l'intelligence de la situation et de l'urgence aujourd'hui, finalement, les quelques points de divergence peuvent passer au second plan. Merci Loïc Prudhomme. Et de toute façon, les européennes, Merci. c'est en 2024, mais le budget, ce sera en octobre. Aussi, vous reviendrez nous en parler parce que tout ça va nous occuper toute l'année. Merci Xavier, et on se retrouve la semaine prochaine.